Qu'est-ce que la neuroplasticité? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, thérapie brève, également infirmier diplômé d'État et c'est un véritable plaisir de vous accueillir ici. On va parler de neuroplasticité, on va parler de thérapie, d'applications, d'avancées aussi, s'agissant de recherches autour de cette neuroplasticité, etc. Il va y avoir du contenu et vous allez découvrir dans quelques instants que je ne serai pas seul. Sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et vous savez que c'est quelque chose de tout à fait régulier, alors profitez-en, c'est gratuit. Donc je vous l'ai dit, on va parler de neuroplasticité. Je ne serai pas seul pour en parler et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant le docteur Philippe Pincalé. Bonjour Philippe. Bonjour David, bonjour à tous. Ravi que tu sois avec nous pour cette vidéo. C'est toujours comme d'habitude un véritable plaisir. Merci à Est-ce toi. Écoutez, oui, on va discuter de ce sujet passionnant le plus complètement possible. Ouais, 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 on va donner du contenu. Alors, on essaie de donner beaucoup dans un minimum de temps de vidéo parce qu'on ne peut pas faire 4 heures de vidéo, même si le sujet le permettrait. Philippe, rapidement, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je suis le docteur Philippe Pincallet, je suis neurochirurgien, docteur en neurosciences, formateur en hypnose, thérapie brève, neurosciences appliquées également, instructeur de respiration selon la méthode Reboot. Voilà, donc une vision à la fois technique mais également globale de l'être humain et de la thérapie. Magnifique et puis, bon, on a la chance de collaborer régulièrement ensemble. Ouais. Donc Philippe, bah, c'est un merveilleux personnage, hein, j'allais dire. On a toujours un grand plaisir à pouvoir, travailler ensemble, discuter, échanger et cetera et qui connaît très bien le cerveau, de très, très près de par, son activité Mmh. de neurochirurgien. Donc merci encore une fois. Alors je vais commencer avec cette première question qui bien sûr est fondamentale et puis on va poursuivre dans les discussions et les échanges. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est la neuroplasticité et pourquoi finalement c'est un concept si important dans le domaine des neurosciences? Neuroplasticité, c'est donc comme son nom l'indique, la modulation des neurones adultes, devenus adultes, mais également avec la production, et ça c'est un élément qui a été découvert dans les années 90, 1992, par Elizabeth Gould pour être précis, que chez l'adulte, d'abord ça a été montré chez l'animal, mais également maintenant chez l'être humain, il y a une production, même à l'âge adulte, de neurones tous les jours. C'est au niveau de structures cérébrales profondes qui s'appellent les hippocampes. Et on a cette production régulièrement. Euh, donc ça, c'est la production de nouveaux neurones, ce qui était un concept qui était pour les neurophysiologistes jusqu'à ces années fin 1990, quelque chose de complètement impossible. C'est-à-dire qu'on avait la notion, alors qui reste en grande partie quand même vrai, qu'on est avec un stock de neurones qui, au fur et à mesure, va se dégrader à une vitesse plus ou moins rapide en fonction de différents facteurs de risque de l'environnement et de facteurs internes également. Donc ça, c'est la production de nouveaux neurones et en Mmh. parallèle, la création de nouvelles connexions neuronales qui, alors, en fonction de la manière dont sont stimulés les circuits neuronaux. Je pense, par exemple, je prends l'exemple de la motricité, par exemple. On va s'entraîner physiquement, pour le sport, pour autre chose, à développer donc une certaine habileté. Ben, on va créer dans cette zone motrice qu'on va travailler beaucoup plus de neurones. Euh, Par exemple, ça a été montré chez les musiciens, chez les violonistes en particulier. Si on apprend le violon avant l'âge de 5 ans ou après l'âge de 12 ans, on ne va pas avoir le même stock, et ça durera toute la vie, le même stock de neurones qui seront capables de jouer à la motricité fine au niveau des doigts, etc. Donc voilà, c'est toute cette, comme au niveau musculaire, mais de manière encore plus exigeante, que quand on fait de la musculation, par exemple, on va développer une hypertrophie musculaire. Ben, c'est un peu ce qu'on fait
avec le cerveau, hein, la neuroplasticité. Mmh. D'accord, alors c'est très intéressant. Ça l'est d'autant plus dans le milieu qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire le milieu thérapeutique. S'agissant de ce contexte thérapeutique, en quoi est-ce que finalement la neuroplasticité, elle peut être bénéfique? Du point de vue thérapeutique, c'est elle qui va ancrer donc les changements, le fait de pouvoir changer, de diminuer son stress de manière durable, parce qu'on va changer donc les circuits neuronaux qui sont responsables de ça. On va pouvoir faire en sorte que quelqu'un soit moins dépendant, d'une substance ou d'un comportement, et cetera. Donc tous les sujets finalement qui sont traités en thérapie peuvent le support neuronal de ce changement thérapeutique, c'est la neuroplasticité. C'est justement arriver à changer les connexions neuronales. Mais on ne les change pas n'importe comment. Il y a plusieurs étapes, il faut s'y prendre d'une certaine manière. Pour avoir accès à ça, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne, pour après appliquer les techniques, parler de la thérapie, de la psychothérapie, pour lesquelles on a été formé, qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir changer et encore une fois, de manière durable, ces connexions. D'accord, donc je résume un petit peu ce que tu dis jusque maintenant. Neuroplasticité finalement, c'est création neuronale, hein, d'une part, d'autre part, connexion entre les neurones. C'est ça, des neurones Hem, voilà, et plus on commence finalement à apprendre une activité, jouer du piano, du violon ou autre tôt, c'est-à-dire dès la plus tendre enfance, et meilleur c'est, et on s'inscrit alors dans du long terme pour toujours. C'est ce que tu oui, précisais c'est tout ça. à l'heure. Par exemple, l'apprentissage des langues, ça a été très bien étudié. Avant l'âge de 3 ans, on a un accent, Mmh. heu on a la grammaire de base, enfin la compréhension, et puis quelques mots pour, commencer à faire des phrases, à peu près, voilà. Après ça se développe. Alors c'est pas dire qu'on peut pas apprendre une langue étrangère, mais arrivé à un certain âge, ce sera extrêmement difficile, voire pas possible de se débarrasser de son accent. Ouais, d'accord, Mais d'accord. ça, c'est bien montré, ça c'est voilà, c'est comme ça et voilà. Il y a une quantité de neurones, donc l'apprentissage en l'occurrence pour les langues, mais c'est voilà, c'est valable pour plein d'autres choses. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire, ça c'est une règle biologique, évidente de la vie même de manière générale et particulièrement vrai pour la neuroplasticité. Donc il y a D'accord, oui, je 2 aspects effectivement, l'aspect neuronal, donc préserver les nouveaux neurones qui naturellement poussent tous les jours. Il n'y a pas une grande quantité non plus, hein, mais voilà. Et faire en sorte donc de créer de nouvelles connexions par un travail qui soit thérapeutique, sportif, d'apprentissage, quel que soit l'apprentissage, pour booster, hein, vraiment à l'image de la musculation. Et surtout, alors, en parallèle, faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégradation, c'est-à-dire épargner. C'est là où on a même encore plus d'effets de levier puissants, c'est de limiter, enfin garder, épargner, vraiment c'est de l'épargne neuronale, épargner au maximum notre stock de neurones, parce que beaucoup de facteurs, que ce soit des facteurs aigus ou que ce soit des facteurs chroniques, et mmh. souvent il y a une combinaison des deux d'ailleurs, il y a des choses qui sont agressives pour justement cette neuroplasticité. Les bébés neurones n'aiment pas tout un tas de choses, et ça c'est vraiment très important, cette épargne, cette notion d'épargne neuronale. D'accord. Alors une question qui m'intéresse beaucoup, à titre personnel, et je pense que ça va vous intéresser également et ou vos consultants, c'est quelles activités ou pratiques peuvent stimuler la neuroplasticité? On va aborder cette question dans quelques instants, c'est juste après ceci. Comment intégrer les neurosciences en thérapie et en coaching? C'est l'objet de cette conférence en ligne que nous vous proposons gratuitement. Elle est animée par moi-même, David Vigneron, et je serai accompagné du spécialiste en la matière, le docteur Philippe Pincalé, neurochirurgien, docteur en neurosciences et formateur en hypnose. Il est incontestablement un des plus grands spécialistes en francophonie. C'est une soirée exceptionnelle qui vous attend, et pour vous y inscrire, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Au programme de ce webinaire, le docteur Pincalé va vous expliquer dans quelle mesure les neurosciences contribuent au processus thérapeutique.
Comment intégrer les découvertes récentes en tant que coach ou thérapeute? C'est le sujet phare de cette conférence. Quelles sont les vraies et les fausses idées reçues sur le cerveau les plus répandues en thérapie? Comment améliorer vos consultations en utilisant les fabuleuses capacités du cerveau? Nous répondrons à cette question essentielle: comment traiter un traumatisme grâce aux neurosciences? Puis nous partagerons 2 indispensables pour traiter définitivement une phobie. Bien sûr, il y aura des temps d'échange avec vous, de questions-réponses, et je demanderai à Philippe Pincalé ce que pensent les neuroscientifiques des expériences de mort imminente. Inscrivez-vous vite, c'est gratuit, ça se passe sous cette vidéo, et en bonus, nous partagerons des retours d'expériences d'accompagnement en thérapie et coaching, boostés par les neurosciences. Alors à très bientôt, avec grand plaisir, on reprend maintenant dans la vidéo. On reprend donc avec le docteur Philippe Pincalé et cette question, comme promis, à laquelle il va répondre. Philippe, je le disais, hein, c'est une question qui m'intéresse pour moi personnellement presque avant tout, également pour vous, j'imagine. Pour les consultants, quelles activités ou pratiques quotidiennes, ou pas forcément quotidiennes d'ailleurs, je ne sais pas, peuvent stimuler la neuroplasticité chez toute personne, j'allais dire, de 7 à 77 ans? Alors, du point de vue très pratique et du point de vue de l'efficacité, parce qu'on cherche effectivement l'efficacité, il faut épargner son stock de neurones. C'est comme un compte en banque en fait, hein. C'est vrai on peut chercher le plus possible de choses pour le remplir, ce compte en banque, mais c'est aussi très important d'éviter de gaspiller son argent. Et ben, les neurones, c'est exactement la même chose. Donc, commencez déjà, si vous épargnez vos neurones existants, il y a de toute façon une neuroplasticité qui va se faire. Et là, vous avez une action qui est enfin, vraiment très importante et qui aura une efficacité sur le long terme. Donc, c'est tout ce qui va être neurotoxique. Donc, le stress, le manque de sommeil, les toxiques de type alcool, sucre rapide, enfin la malbouffe de façon générale, euh, les, les pensées, enfin c'est lié au stress également, les pensées toxiques, la pollution, voilà, l'absence d'exercice physique, ça a été bien été montré, hein, il y a une dizaine de facteurs majeurs, et c'est pour ça qu'on insiste dans le domaine de la santé pour avoir du mouvement, parce que les mouvements, euh, avoir de l'exercice physique régulièrement, parce que c'est vraiment de nature à booster les neurones, également en plus du système cardiovasculaire, de la respiration, le myocarde, les muscles, etc., la circulation. Donc, vraiment, l'épargne neuronale, ça, c'est absolument majeur. Ce qui vendange vraiment, pas seulement les bébés neurones qui naissent tous les jours, mais les circuits existants, c'est le stress avec Mhm. les productions de type cortisol, les choses comme ça, en excès, bien sûr, le stress chronique, l'alimentation, le manque de sommeil, hein. Toutes les études sur le sommeil ont beaucoup progressé avec les études de déprivation de sommeil. Et on voit qu'il y a énormément d'altérations de scores d'anxiété, des populations neuronales telles qu'on peut le mesurer maintenant de manière non invasive en IRM fonctionnel. Et les gens qui ont des dépressions, hein, c'est comme ça aussi qu'on évalue l'efficacité des traitements antidépresseurs, par exemple, ou de certaines psychothérapies de type TCC, méditation, hypnose et choses comme ça. On peut voir certaines structures, je parlais de l'hippocampe tout à l'heure, mais l'hippocampe est tellement sensible au stress que chez les gens, dans 100% des cas, chez les gens qui ont une dépression euh, tamponnée par un psychiatre, je dirais, enfin validée par un psychiatre, ont cet hippocampe-là qui est significativement plus petit, il est atrophié par le stress chronique lié à leur dépression. Et c'est comme ça qu'on a évalué, alors c'est pas les seuls protocoles, mais c'est un des protocoles les antidépresseurs de type Prozac, etc. L'efficacité, c'est-à-dire l'efficacité de ces médicaments ont été montrés, entre autres, par la reprise du volume de l'hippocampe après quelques semaines de traitement. Ce qui montre D'accord. vraiment Mhm. on a vraiment en direct la possibilité de quantifier, de voir la plasticité neuronale. D'accord. Alors, on entend souvent dire, je suis pas trop d'accord avec ça, on a un pouvoir illimité, on a des ressources endogènes, ça c'est vrai, qui sont illimitées. Je pense pas que ce soit tout à fait vrai, même si on en a beaucoup, en tout cas
plus que peut-être ce qu'on peut imaginer. Heu, Par rapport à la neuroplasticité, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des limites à cette neuroplasticité? Ben oui, 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 il y a une neuroplasticité, il y a des limites forcément. Il ne faut pas passer dans l'excès inverse de dire que tout est possible, ça c'est pensée magique et c'est bien sûr un excès, mais il y avait l'excès avant d'une autre manière qui était de tout est perdu finalement. Le cerveau, les neurones adultes ne repoussent pas et cetera. Donc on sait, ben, depuis, pas tant que ça, hein, enfin c'est les années 80-90 même, 90, ouais, où on sait qu'il y a des molécules, on peut étudier ces phénomènes-là biologiquement sur des cultures de neurones, etc. Donc voilà, avec toutes les applications cliniques, justement, les gens qui ont fait un AVC, les gens qui ont des traumatismes de la moelle épinière, par exemple, une fois en rééducation, arrivent à justement, et par le biais de la neuroplasticité, à récupérer un certain nombre de fonctions. Donc oui, mais dans une certaine oui, il y a forcément des limites, mais ces limites, on les repousse hein, au fur et à mesure en comprenant vraiment les mécanismes fondamentaux de cette neuroplasticité, enfin fondamentaux et les applications. Donc, si on n'est pas neurobiologiste, et qu'on est thérapeute ou éducateur sportif ou médecin, on va se servir des fonctions plus intégrées, mais tout ça est basé sur la neuroplasticité. D'accord. Donc, les grandes lignes, c'est vraiment faire de l'épargne neuronale et stimuler au maximum par différents moyens les circuits qu'on veut reprogrammer en quelque sorte. Si c'est des circuits moteurs pour un neurologue qui rééduque quelqu'un qui a fait un AVC, on va rééduquer les circuits moteurs par une rééducation, on va faire travailler justement ces circuits-là. Si c'est un psychothérapeute qui travaille sur les addictions ou sur le burn-out, eh ben, il va aller, par certaines techniques de psychothérapie, aller stimuler ces circuits. D'accord. On va en reparler de ça, de cette épargne, de cette épargne. Tu utilisais le terme épargne et j'ai bien aimé l'analogie justement avec le compte bancaire et cetera. C'est Heu, ça. qu Quelles sont les avancées, j'imagine qu'il y en a, les avancées les plus, je dirais, les plus prometteuses dans ce domaine de recherche sur la neuroplasticité? Alors, il y en a partout. Enfin, je dirais à tous les étages de la compréhension des neurosciences. Ça a beaucoup profité les progrès de l'imagerie cérébrale en Mmh. direct. Hein, maintenant, on fait quand même de moins en moins d'électroencéphalogrammes pour voir le fonctionnement électrique. C'est plutôt réservé à l'épilepsie ou à certaines choses, mais de plus en plus, maintenant, on peut voir le cerveau fonctionner en direct avec les IRM fonctionnels. C'est ça qui est intéressant. On met quelqu'un en état d'hypnose, c'est comme ça qu'on comprend que l'hypnose, bien sûr, n'est pas un placebo et passe par des circuits qui sont... Alors, il y en a plusieurs, bien sûr, il n'y a pas un centre de l'hypnose, ça fonctionne en réseau. Et donc ça, c'est les progrès de l'imagerie de façon générale pour la compréhension du cerveau, entre autres dans le domaine donc, de la neuroplasticité. Il y a les gens qui sont dans les laboratoires qui travaillent au niveau cellulaire, avec l'étude et la découverte, je dirais presque tous les jours hein, ou toutes les semaines, de nouveaux récepteurs, des nouvelles molécules, des nouvelles manières de les réguler, ce qui aboutit à la découverte de nouveaux médicaments, de nouveaux principes à un niveau plus intégré, après des protocoles de rééducation, des protocoles de psychothérapie, encore qu'on sait qu'il y a un gap, hein, qu'on a discuté dans toute l'approche des neurosciences, hein, dont on a parlé suite à la formation qu'on a sortie. Il y a quand même toujours, malheureusement, alors de moins en moins, mais il est encore très présent, un fossé entre les découvertes des neuroscientifiques et les applications en clinique. Et pourtant, donc, Mmh. la question posée, est-ce qu'on a des découvertes importantes? Oui. Ça mettra du temps, et c'est par cette culture neuroscientifique que les thérapeutes vont acquérir que de plus en plus, on va modifier les protocoles, modifier les protocoles, les paradigmes thérapeutiques, voilà, et mettre de plus en plus de science pour rationaliser tout ça. Ça, c'est Ouais, vraiment vous très l'avez. important. Donc, oui, c'est un mouvement comme ça. Il n'y a pas de scoop. Enfin, il y en a. Il y a des gros papiers scientifiques pour certains qui ont valu le prix Nobel à leur auteur quand même. Donc ça, voilà pour le côté neuroscientifique, intégration finalement de tout ça. Et puis le deuxième volet, c'est vraiment le volet d'épargne neuronale hein, dont tu parlais tout à l'heure, dont on parlait, qui est la mise en évidence de manière indiscutable que le stress
est un, est un tueur de neurones extrêmement, extrêmement puissant. Ça, il n'y a aucune exception à cette règle et il n'y a aucun contre-exemple qui montre ça. Si vous naissez dans une famille pauvre, et que globalement, ces deux grands facteurs sociologiques, là, on est dans l'échelle de quelque chose qui est intégré, c'est même pas à l'échelle de la personne, c'est à l'échelle de la société, du groupe, du mammifère humain. Si vous naissez dans une famille pauvre et que, en plus, ou de manière isolée, vous n'avez pas de relation sociale, pas d'amis, ça ne veut pas dire forcément être célibataire, mais pas d'amis ou que socialement vous êtes isolé, il est clair que ça va avoir obligatoirement un retentissement sur votre santé. Donc ça, c'est vraiment important. Donc la prévention de ces éléments sociologiques, là, on est dans quelque chose vraiment de très intégré. On est passé de l'ère de l'éprouvette, je dirais, maintenant à la population. Mais ces facteurs sont très puissants et s'interpénètrent, en fait. Donc, le sommeil, l'activité physique, très très importante, énorme pourvoyeur de facteurs de croissance neuronaux. Il y a des molécules qui ont été, je pense à l'irisine par exemple, pour lequel il y a des papiers très importants sur la prévention et avec les bases moléculaires, avec les bases neuronales, de papiers extrêmement solides qui montrent l'activité. Donc, c'est une protéine qui est dans le muscle et qui est activée, qui est produite donc dans une activité musculaire, dans le côté prévention de l'Alzheimer. Alzheimer, je vous rappelle que dans 15 ans, ça va doubler, l'Alzheimer. Là, on est à 1,5 million de personnes, on est à entre 3 et 5 millions dans 15 ans. En Mmh. France. En France. C'est ce qui fera 7-8 Au de la monde. population grosso modo, donc Voilà. Donc, mmh, mmh, il y a une épidémie d'Alzheimer. C'est mmh. indiscutable. Et tous les médicaments, les choses comme ça. Et c'est comme ça, bien sûr, qu'il y a énormément de recherches là-dessus et qui montrent, encore une fois, sans aucune discussion avec toutes les études multicentriques, la puissance de la recherche, les algorithmes scientifiques, etc., pour extraire les facteurs les plus pertinents du point de vue statistique, montrent parfaitement que, donc je reprenais l'exemple de l'exercice physique, c'est pas seulement juste oui, marcher 20 minutes par jour, disent les cardiologues, oui, mais c'est pas seulement pour le cœur. Cœur et Mmh. cerveau, de toute façon, ça marche de la même manière. Donc, voilà, tous ces éléments sont vraiment importants. Donc, je redis, le stress, donc prévention du stress, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, beaucoup, la prévention des toxiques, et bien sûr, on pense alcool, drogue, tabac, etc. Oui, bien évidemment. Mais c'est aussi les déséquilibres alimentaires, même si quelqu'un ne boit pas du tout, etc. Tout ce qui est sucre rapide, voilà, il y a différents écarts nutritionnels, diététiques, qui font qu'à un moment ou un autre, je pense aux protéines glyquées, par exemple, qui vont s'accumuler et faire en sorte qu'à un moment ou un autre, ça va avoir une neurotoxicité. Et on est en train de rechercher justement dans les plaques séniles qu'on voit dans l'Alzheimer, du point de vue cellulaire, l'origine de tout ça. Et il y a une partie, alors comme toujours, c'est multifactoriel chez l'être humain, c'est pas une seule direction, mais une partie clairement qui est d'origine nutritionnelle. Alors c'est très intéressant parce que plusieurs fois ça a fait écho en moi. Tu as parlé de stress, d'activité physique régulière. La Fédération française de cardiologie nous dit qu'il faut marcher une trentaine de minutes par jour, mais une marche active, et cetera. Mais Ouais. finalement, cette éducation à la population, elle est très, et tant mieux, très axée sur, le cœur et tu l'as dit, prévention des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, ne pas manger trop salé, et cetera. Mais on ne se rend pas compte finalement de l'incidence positive si on assure une certaine activité physique régulière, et cetera, entre autres sur le cerveau, sur la neuroplasticité, donc c'est vrai que je Alors, pense que je vais faire le lien tout de suite avec, la question suivante, mais tu y as déjà, partiellement, voire même plus, répondu. Je pense que nous, les thérapeutes, on a bien sûr un rôle à jouer en termes d'éducation thérapeutique avec nos consultants, même si on ne va pas se prendre ni pour un neurologue, ni pour un cardiologue, ni pour diabétologue ou autre. Excusez-moi, je bégaye, je ferai de l'orthophonie. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux thérapeutes pour que ceux-ci intègrent les
principes qui sont au-delà des principes finalement de neuroplasticité dans leur, pratique quotidienne? Alors, bah, faut déjà quand même avoir des notions et quand même un peu plus que des notions, Mmh. mais déjà avoir des notions de base, c'est déjà très important d'intégrer les éléments dont on a parlé et de Bien comprendre la sûr. Mmh. physiologie pour comprendre comment ça fonctionne quand ça fonctionne pas. Tu vois? C'est ça, quand il y a un vieillissement cérébral accéléré, mais au-delà du vieillissement cérébral, on parlait d'Alzheimer tout à l'heure, mais c'est chez un adulte où bien sûr ce processus-là, doit s'anticiper autant que possible. Donc comprendre que déjà, travailler sur les facteurs de prévention, pour éviter la dégradation neuronale accélérée, donc on en a parlé et il y a un élément dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui est très important, c'est l'oxygénation, puisque donc la respiration, qui est l'élément qui va lier tout ça, hein. C'est vraiment le pilier manquant de beaucoup de choses dans la compréhension de la physiologie de l'être humain et donc de la pathologie, que ce soit au niveau mental, psychologique, je veux dire, au niveau de l'esprit ou au niveau du corps, puisqu'il y a une symétrie qui est quasiment parfaite en fait. Euh, et le corps va se dégrader, alors pas de la même manière, mais quand même en symétrie de la dégradation de l'esprit. Nous sommes incarnés, donc il faut aussi tenir compte de tout ça. Donc, pour revenir à la question sur les conseils, ben déjà bien comprendre la physiologie, comprendre les éléments qui vont permettre de freiner dans cette prise en charge qu'on peut avoir, si on est psychothérapeute, quelqu'un qui vient pour une démarche de bien-être, etc. Ben, voilà, je dirais, on fait ce qu'on peut, bien sûr, pour apporter des réponses à ces problématiques. Si c'est un burn-out ou une dépression, par exemple, ou une anxiété chronique, on va faire en sorte, voilà, d'essayer d'améliorer tous ces paramètres à un moment ou à un autre, d'assurer, et là on a plein d'arguments neuroscientifiques pour ça, dans la modélisation actuelle de la conscience, hein, ce qu'on appelle la sphère de la conscience, il y a 4 entrées, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 4 entrées et une sortie. La sortie, c'est la motricité, donc le fait d'avoir du mouvement, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Le mouvement directement est anxiolytique. On a une action par les boucles au niveau de l'amygdale, par les boucles au niveau du cortex préfrontal, par plein de choses. Bon, je ne vais pas vous embrouiller avec tous les circuits neuronaux, il y en a vraiment plein. Mais pour vous dire que c'est quelque chose qui est montré donc, médicalement et scientifiquement de tous ces circuits-là. Donc, prévention, vraiment prévention. Et donc, à tous les éléments dont on a parlé, hein, c'est prévention du stress, optimisation du sommeil, la nutrition, la respiration, c'est très important. Éviter la pollution autant que possible. Mais il vaut mieux ne pas être stressé à la ville que hyper stressé à la campagne, on est bien d'accord. Malgré tout, voilà, la pollution, et c'est pas seulement la pollution de dioxyde de carbone ou choses comme ça, c'est aussi la pollution sonore, par exemple. 60 000 morts par an dues au bruit. Mmh. Les papiers de santé publique, 60 000 morts, donc c'est pas une maladie orpheline. Donc voilà, on est dans quelque chose de vraiment très important. Pour rebondir sur ce que tu disais sur le cœur, enfin le cœur et le cerveau, il y a donc beaucoup de pathologies. Déjà, les AVC c'est l'équivalent d'un infarctus. Ben, c'est un infarctus cérébral. Un infarctus, c'est-à-dire une artère qui se bouche et qui détruit une partie du myocarde, si c'est infarctus du myocarde ou du cerveau. Et donc, c'est lié au vaisseau. Donc, la prévention cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, l'activité physique, donc qui régule tout ça, pas trop de cholestérol, donc on revient à la nutrition, le diabète, puisque le sucre est très pro-inflammatoire, c'est un élément très très inflammatoire, le sucre en excès, et donc déjà la prévention de ces éléments, et puis le sel. Il y a une corrélation directe, alors j'ai pas lu tous les papiers de ces approches-là, c'est les gens qui s'intéressent à la prévention de l'hypertension artérielle et du retentissement, donc entre autres sur le cerveau, parce que voilà, l'hypertension artérielle abîme les artères cérébrales de manière indiscutable, c'est l'utilisation du sel alimentaire, le sel de table, hein, qui est l'exhausteur de goût le plus utilisé au monde, hein, le sel.
Et du coup, c'est pour ça que, par exemple, si on se plonge dans certaines traditions, comme je pense la médecine ayurvédique, qui insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'alimentation, encore même plus que la respiration, par exemple, enfin, au moins autant, mais vraiment très important. Ils ont beaucoup, beaucoup travaillé sur les épices, justement, comme presque, j'allais dire, comme des médicaments naturels. Alors qu'en Occident, on sait massivement, ça c'est dû à l'industrie, enfin, il y a différents facteurs qui expliquent ça, on s'est massivement rabattu sur le sel et le sucre et les sucres rapides, en créant des dépendances très importantes, etc. Et ça a directement des conséquences sur les artères et donc sur les neurones. Voyez vraiment le neurone comme une plante que vous avez chez vous. D'ailleurs, ça a besoin d'être arrosé, d'être éclairé, mais pas trop. Ça dépend du type de neurone, mais voilà. D'être reposé, d'être nettoyé. C'est exactement la même chose. Si tu n'arroses pas ta plante verte, elle va crever. Ton neurone, il fait pareil. C'est la même chose. C'est pas compliqué, hein. Les neurones, le cerveau, il y a deux carburants, c'est l'oxygène et le glucose. Tu sais comme moi qu'on fait une hypoglycémie sévère à l'insuline, il peut y avoir un coma hypoglycémique et ça peut aboutir à la mort, donc, et rapidement. Pareil pour l'ischémie, pour l'anoxie cérébrale, en 3 minutes, en général, c'est réglé, malheureusement. Donc, déjà, alors ça, je dirais, c'est la base. Mais de manière plus subtile, on peut avoir un peu trop de sucre parce qu'on mange trop, par exemple, ou alors un dérèglement du métabolisme de type diabète. Et là, on va entraîner une inflammation qui, au bout d'un moment, va épaissir les artères et les boucher, ce qui va aboutir à plus d'oxygène, ou pas assez, et de manière chronique. Donc là, les neurones sont vraiment, vraiment en souffrance. Mmh. C'est assez mécanique, en fait. Je veux dire, le fonctionnement du corps humain, c'est comme dans la nature, on se base sur la nature. Quand c'est bien nourri, quand c'est encore une fois reposé et entraîné, hein, qu'il y a du mouvement, on crée des connexions, etc., et ben ça grandit et ça évite de se Mmh. dégrader. Il y a beaucoup, beaucoup d'études sur les centenaires. Alors, je pense sur la nutrition, les centenaires de l'île d'Okinawa, par exemple, où ils ont le record du monde de centenaires. Mais pareil, dans les pays occidentaux, pourquoi on a autant de... Qu'est-ce qui fait que dans les populations, on a une épidémie d'Alzheimer aussi importante et aussi galopante, et pourquoi on a aussi quand même de plus en plus de centenaires? Et qu'est-ce qui sépare ces deux populations? Eh ben, un certain nombre de facteurs de risque, et pour lesquels on retrouve ce que je vous ai dit, l'activité physique, le stress, le côté urbain, le côté d'avoir un niveau. Ils ont mesuré le niveau socioculturel. Les gens qui, voilà, où c'est canapé, pizza, télé, et puis ceux qui vont au concert, qui bouquinent, et le conjoint qui a un haut niveau socio-professionnel. C'est un facteur significativement, statistiquement, c'est pas du tout un jugement, c'est un facteur scientifique montré comme étant quelque chose donc ce qu'on comprend, qui stimule les réseaux neuronaux régulièrement plutôt que de se faire laver le cerveau. On est vraiment ça devant la télé, quoi. Alors c'est passionnant, merci, parce que j'ai, rarement bénéficié d'une explication, ou jamais pour être tout à fait honnête, bénéficié d'explications avec de telles, comparaisons, de telles images, hein, un neurone s'arrose et cetera, enfin tout ce que tu évoquais, et du coup ça rend la Quelque chose comme une compréhension. métaphore. Ouais, voilà, ça rend la compréhension, je trouve, beaucoup plus, facile, aisée, et c'est véritablement passionnant. Alors, on est déjà à plus de 30 minutes de vidéo. Malheureusement, on va devoir s'arrêter, encore qu'on pourrait faire des heures, et je sais que tu es tellement passionné que ce serait pas un problème, mais on va devoir arrêter malheureusement. Donc Philippe, je voulais te remercier. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère que c'est également votre cas. Vous êtes praticien en hypnose, en EFT, en sophrologie, en relaxologie, en EMDR, psychologue ou autre. Soyez convaincus que tout ce que Philippe vous dit, ça vaut, c'est de l'or, hein. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup passionné. Donc merci Philippe, un grand, grand merci. Merci David.
Et puis, ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, parce que je pense que ça peut intéresser tout le monde, beaucoup de monde. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et puis, on vous propose également une formation en ligne. Vous avez tout cela sous cette vidéo s'agissant du programme, de la description, etc. Une formation en ligne de coach en neurosciences. Il y a énormément de contenu, c'est près de 30 heures de formation. Enfin, vous avez largement de quoi faire. Allez y jeter un œil. C'est juste en dessous, là, sous cette vidéo. Encore une fois, merci Philippe. Un énorme plaisir, un gigantesque plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Super, bah, moi aussi, c'est toujours agréable et vraiment, tu fais bien de marcher comme tu marches, régulièrement, tous les Eh jours. ben, je vais continuer et je voulais faire ce soir pizza, télé et bière, donc je vais pas faire. Ouais, Je vais non, marcher. ouais, c'est Je vais ça, ouais. marcher. Des Voilà. neurones de compétition. Impeccable. Merci. Merci pour tout, Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. À bientôt.